Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection spirituelle, mais qui, pour pouvoir s'épanouir, doit également acquérir une perfection matérielle, c'est-à-dire un fonctionnement universel qui permet la paix universelle, la fraternité, un, un type d'évolution symbiotique, d'entraide, de partage, bref, voilà, de partage et la mise en commun, en fait, de toutes les ressources de la planète, de tout ce qui se fait sur cette planète, quelque chose qui appartient au peuple humain, en somme. Voilà. Le peuple humain prend son apogée, arrive à son apogée, c'est-à-dire c'est lui qui est le détenteur de l'endroit où nous vivons, c'est-à-dire cette planète. Et donc, cela va avec l'idée qu'il n'y a plus de système dominant, il n'y a plus un groupe dominant des dominés. Il y a quelque chose qui est horizontal, chacun avec ses propres qualités, mais qui ne fonctionne plus sur le principe primate de nos origines, un groupe de dominants qui thésaurise les privilèges et puis l'ensemble de la troupe qui doit suivre. Voilà, ça c'est le modèle primate de nos origines. Le modèle démocratique, c'est le peuple qui est souverain. Et donc, passer ce peuple au niveau universel, c'est le peuple humain qui est souverain et qui, voilà, tout doit être fait pour le bonheur du peuple entier. Chaque être humain doit être absolument choyé sur cette planète. Il ne doit plus y avoir d'intouchables, d'esclaves, de colonisés. Bref, toutes les horreurs que nous avons jusqu'à présent rencontrées. Ça sera dépassé, donc évidemment, ça concerne les siècles qui arrivent. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour arriver à cet état de perfection. Et la perfection spirituelle, c'est l'accession facile à la haute spiritualité, ce qui est au-dessus des religions. Toutes les religions connaissent ces expériences, c'est les expériences extatiques en somme. L'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, le samadhi, peu importe comment on appelle ces états-là, c'est un état, c'est le summum du spirituel. C'est ce qui nous met au contact du principe qui a créé cet univers et qui compose cet univers. Voilà. Et pour avancer dans mes explications, je m'aide parfois d'ouvrages, de livres ou de vidéos, etc. Là, donc, j'ai travaillé, j'arrive vers la fin, sur cet ouvrage-là de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Un ouvrage qu'il a écrit
en 1991. Donc à la chute du mur de Berlin, à peu près, à la chute de l'Empire soviétique. Symboliquement, c'était la victoire du capitalisme sur le communisme. Après 70 ans de lutte acharnée, le capitalisme avait fini par terrasser son adversaire. Et donc aujourd'hui, nous sommes 30 ans, un peu plus de 30 ans après la parution de cet ouvrage, et après donc la chute du mur de Berlin, et on peut voir ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire le capitalisme, mais symbolisé par les États-Unis sont passés dans un état de toute puissance. Après avoir vaincu son adversaire, et c'est là, encore une fois, nous retrouvons nos origines primates, hein, c'est aussi simple que ça. Quand deux dominants primates se battent, lorsqu'il y en a un qui remporte la victoire, il rentre dans un état de toute puissance. Voilà, il va faire toutes les démonstrations de toute puissance. Alors chez nos cousins singes, c'est en se tapant la poitrine avec les poings, en thésaurisant donc les privilèges, etc., et en tenant à distance le dominer, en le méprisant en plus, si on peut, ou même, voilà. Et donc, dans le système sophistiqué de l'humanité, c'est devenu, les États-Unis sont rentrés en état de toute puissance. Et dans cet état de toute puissance, eh bien, ils se sont incarnés, ils se sont déclarés les gendarmes du monde. Et on voit ce qu'il s'est passé en étant face à un système dominant ordinaire. Dans un système dominant ordinaire, quand un dominant, c'est une des nations qui compose le concert des nations, qui est l'ONU, quand une des nations ou un des groupes des nations se déclare le gendarme du monde, ou le chef, ou le patron, ou le dominant, eh bien, forcément, il crée des injustices dans sa façon de pratiquer. Parce qu'il poursuit des buts égoïstes, des buts nationaux, des buts... voilà, les États-Unis, l'Occident a travaillé pour l'Occident pendant ces 30 années. Et donc, les guerres qu'ils ont déclarées n'étaient pas forcément justes. Elles ont manipulé l'organe universel qu'est l'ONU. En fait, l'ONU, c'était l'ONU qui devrait avoir la prérogative pour être le véritable gendarme du monde. Et donc, on voit à quel point on a été les témoins de cette injustice. Et on est devant la fin de cette idée-là. Alors, je vais continuer ma lecture. Pour René Jean Dupuy, donc, là, il y a l'idée de l'humanité. Est-ce que c'est un ordre immanent? Est-ce que c'est un ordre juste terrien? Est-ce qu'il y a c'est mécanique, c'est l'humanité, l'évolution de l'humanité qui est là, mais c'est juste un problème mécanique? Ou est-ce que c'est transcendant? Est-ce qu'il y a un but, une finalité et un moteur intelligent qui a mis qui oriente l'humanité vers un but? Alors,
Donc, il commence par parler de l'immanence. Donc, je lis et je commente, je découvre en même temps et je commente éventuellement. Dans l'ordre du mythe, c'est la vision première, l'immanence, celle des nations, de groupes, celle de nations, de groupes, d'hommes qui n'ignorent pas qu'ils résident en elles. On n'ignore pas qu'on réside dans l'humanité, qu'on fait partie de l'humanité. Voilà. Mais de là à penser que l'humanité est au-dessus de la nation, au-dessus de toutes les autres appartenances, on n'en est pas encore là. On y arrivera, ça fait partie de notre évolution. Image d'un ensemble de libertés, consciente de cette commune appartenance, du rôle que chacune y tient dans l'enclos planétaire, les nations. Image harmoniste de complémentarité, de solidarité, voire d'une fraternité au sein de la famille humaine. Voilà déjà comment pensait René Jean Dupuy, qui était un juriste en droit international, qui était membre du curatorium de l'Académie de droit international de La Haye, donc qui s'intéressait aux lois, au progrès, en somme, de l'organisation universelle. Voilà. Que ça soit juridique, que ça soit au sein de l'ONU, au sein artistique de l'UNESCO pour la protection du patrimoine, que ça soit au sein des organismes pour l'écologie, pour la santé, pour le travail, etc. Il était au fait de tout cela. De ce cortège en marche sur les vastes chaussées du temps, émergent des paroles prononcées au nom d'une humanité qui crie par la voix des prophètes, clame ses ferveurs dans l'instant de bonheur ou de révolte. Une même angoisse unit les nations dans un même destin, les invite à réagir en l'humanité. Voilà, déjà à cette époque-là, il y avait les problèmes écologiques qui commençaient à vraiment émerger. Ça faisait longtemps que les éclaireurs en parlaient. Le système ne voulait pas entendre parler de ça. Pour lui, c'était important de continuer à commercer, à développer, à pomper les matières premières, etc., pour s'enrichir. Voilà. Mais on sentait que là, il y avait déjà quelque chose où l'humanité devait se réunir pour travailler ensemble sur certains plans. Il leur arrive de le tenter. Elles tiennent alors des conférences et le concept d'humanité apparaît dans des conventions qui tissent un inextricable lacis de liens de toutes sortes. Voilà, ça a commencé. Il y a un travail considérable qu'on ne voit pas, mais qui est en dessous, un travail énorme pour développer justement le concept d'humanité, pour développer toutes les lois. Alors, c'est peut-être bien que ça se fasse un petit peu hors la vue des peuples, hors la vue des populations, qui n'ont peut-être pas encore, pour l'instant, on n'a pas encore la conscience de pouvoir, de préférer appartenir à l'humanité plutôt qu'appartenir à notre communauté religieuse, à notre nation, etc. Voilà. On a peut-être encore vraiment, on est attaché à nos appartenances inférieures à celles de l'humanité. Il leur arrive aussi de refuser l'action concertée, d'imaginer qu'il est toujours possible de fuir l'immanence pour revenir à l'état de nature, au règne chaotique du chacun pour soi. Voilà, là, il a une vision. Il comprend que René Jean Dupuy est bien conscient que nos origines étaient l'état de nature. Et les lois de la nature, nous les avons transcendées
en loi de la culture. Et nous les avons amenées à ce qu'elles sont aujourd'hui. Entre le moment où nous étions des primates naturels et aujourd'hui, on peut mesurer l'évolution du droit, enfin, c'est de la diplomatie, de la maîtrise du comportement. Car la communauté des nations, tout à la fois, postule leur coopération et multiplie les causes de conflit. Ben là, on le voit, hein, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre encore. Mais chaque conflit réduit la pertinence du conflit. Voilà. Chaque conflit augmente l'idée d'unité. Après la première guerre, 14-18, la communauté, l'humanité a décidé de faire la communauté des nations. La première forme d'association, parce que ça avait été un désastre, une honte. Les dominants avaient fait massacrer des peuples, des populations par millions. C'était une horreur. Ça n'a pas servi. 30 ans après, comme il n'y avait pas de crimes contre l'humanité qui ont été posés sur les généraux des deux côtés, voilà, qui ont conduit ces jeunes hommes à la catastrophe, à la mort. Donc, quelques décennies après, Hitler est arrivé et a recommencé en pire une guerre encore plus catastrophique. Et là, comme le criminel était totalement avéré, totalement responsable en somme de ce qu'il avait produit et qui était une horreur, la pire, c'est-à-dire la tentative d'éliminer des groupes humains de la surface de la Terre. Donc le crime de génocide, ça a obligé la Société des Nations d'abord d'évoluer vers l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et de créer les tribunaux pour les crimes, pour juger les crimes contre l'humanité, qui a été un point fondamental de l'évolution de l'humanité. C'est quelque chose, même si après nous avons retrouvé des génocides, même si après on n'a pas pu arrêter d'autres génocides parce que nous n'avons pas vraiment travaillé, compris les mécanismes du génocide, comment se monte ce genre de choses, etc., etc., pour poser des verrous, pour empêcher ces mécanismes, pour être extrêmement vigilant. Je pense que le génocide au Rwanda n'est pas venu spontanément comme ça. Il y a eu des choses avant-coureurs et l'humanité était assoupie vis-à-vis de ce genre de choses. Bref, voilà. Elle offre, donc la communauté des nations, elle offre une enceinte à une contestation générale du système international. Et pour dire donc la guerre qui est là actuellement, elle permettra elle aussi, au final, de réduire, d'aller vers l'unité. Voilà. Comme on ne sait pas comment s'unifier autrement que par le pire, eh ben on continue à s'unifier par le pire. Là, il y a un pays qui est en train d'être absolument dévasté et c'est pas fini. Et voilà, la sortie de cette dévastation, à la sortie de cela, il faudra travailler encore plus. Je ne sais pas ce qui viendra comme loi, qui seront, ou comme organisation, comme structure, mais la société montera vers encore plus d'unité. Si la compétition idéologique s'assoupit entre l'Est et l'Ouest,
l'agressivité religieuse ou raciale s'y substitue ailleurs et vient envenimer les antagonismes économiques. Voilà. Mais en réalité, les antagonismes n'ont jamais cessé. Tout simplement parce que on est dans le système dominant-dominé. Voilà. Donc, le dominant ne veut pas d'opposants. Et donc, quand les États-Unis ont pris le pouvoir en devenant les leaders de l'humanité, naturellement, après avoir renversé le prétendant, donc l'URSS, c'est mécaniquement, nous sommes des primates, donc mécaniquement, ils sont rentrés dans cet état de toute puissance avec l'idée que c'est eux, maintenant qui sont installés dans la domination, comme un singe, comme un chimpanzé dominant ou un dos argenté, quand il s'est installé dans la dominance, il ne veut plus perdre ses prérogatives, évidemment. Il thésaurise les privilèges, il a accès à toutes les femelles, il a accès aux meilleurs morceaux du truc, et c'est lui qui donne les ordres, etc. Donc il est dans cet état-là, il ne veut pas en changer. C'est animalement humain. Voilà. C'est animal, mais c'est humain de notre côté animal. Et évidemment, les États-Unis ne veulent pas perdre leur lâcher-prise, en somme, et partager le pouvoir. Et les prétendants cherchent à partager le pouvoir. C'est naturel aussi de leur côté, le côté des prétendants. C'est légitime qu'ils harcèlent le dominant pour soit le renverser, prendre sa place, soit, et c'est d'ailleurs ce qui engendre la paranoïa dans l'humanité, c'est-à-dire que le dominant actuel, on va dire l'Occident, a peur de partager le pouvoir parce qu'il pense qu'il risque d'être lui à son tour renversé et à ce moment-là devenir le vassal, devenir le dominé. Il ne peut pas imaginer que les pays émergents, c'est-à-dire les BRICS, l'Afrique, etc., cherchent simplement à partager le pouvoir de façon juste, de façon absolument égalitaire. Alors peut-être à raison et peut-être à tort. Peut-être évidemment, oui, c'est vrai qu'il y a une tentation de prendre la place et de devenir les dominants. Mais peut-être qu'en réalité, ce qui est vraiment recherché, surtout maintenant que l'ONU est arrivée à ce degré, je pense que la plupart des États du monde a envie d'un ONU qui soit beaucoup plus juste et que ça soit lui qui ait les prérogatives de l'évolution et de la justice et du gendarme du monde, en somme. Si la compétition idéologique s'assoupit entre l'Est et l'Ouest, l'agressivité religieuse ou raciale s'y substitue ailleurs et vient envenimer les antagonismes économiques. Alors, pendant cette période, l'ennemi, c'est effectivement devenu le monde musulman. Pour le dominant, pour montrer qu'il était le dominant, il a profité de ses prérogatives et puis il a désigné un nouvel ennemi qui était l'islam radical. Et voilà, donc pendant le début de la mondialisation, il s'est fait sous cet angle-là. Et maintenant, on voit qu'en définitive, celui qui était toujours désigné en somme comme l'ennemi, qui n'avait pas
changé, même si c'était devenu une compétition euh, matérielle, on va dire matérialiste, la compétition euh, entre les grandes puissances, la Chine qui devenait un pays émergent, la Russie, c'était surtout ces deux forces qui étaient dans la mondialisation, au sein de la mondialisation. Ça s'était transformé un peu en compétition, on va dire, plutôt commerciale. Mais et là, c'était à peu près équilibré. Il y avait une sorte de respect mutuel. Les États-Unis valorisaient la Russie, valorisaient la Chine, etc. Il y avait cette façon qui pouvait donner le sentiment que nous allions vers cette fraternité euh, dont parle René Jean Dupuy. Voilà, il y avait une cette possibilité de penser ça. Mais le fond n'était pas là. Le fond était quand même l'esprit de compétition pouvait à tout moment déraper. Et en réalité, les Russes voulaient faire tomber l'hégémonie américaine. C'est pour ça qu'ils se sont impliqués en Syrie, etc. Ils ont eu le sentiment d'avoir été abusés par les États-Unis en Libye, dans ce qui faisait partie un petit peu qui fraternisait avec l'ex-URSS, et donc ils ont eu l'impression de se faire abuser en somme. Et les États-Unis ne supportaient pas qu'on vienne les empêcher de gérer, par exemple, le Proche-Orient et le Moyen-Orient comme ils avaient décidé de le gérer. Et comme ils avaient décidé de le gérer, quand on regarde avec le recul, on voit bien que c'est pas possible de confier le gendarme du monde, de confier la domination à une nation quelconque, quelle qu'elle soit, que ce soit les États-Unis ou les Chinois ou n'importe qui, ou les Russes. C'est pas possible qu'une nation ne finisse pas par abuser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Moyen-Orient est à feu et à sang, complètement détruit. Enfin, voilà, on voit bien que cette toute-puissance est un problème pour l'humanité. Ce qui fait que l'humanité va, à mon sens, sortir de cet état de toute-puissance. Parce que maintenant, la prise de conscience, elle est universelle. On n'est plus au temps où on pouvait dominer tout en étant un petit peu en racontant n'importe quoi, en disant voilà, nous sommes le camp du bien, le camp du mal c'est là-bas, on peut aller faire ça, etc. Toutes ces tromperies, elles ne trompent maintenant déjà plus que les pays occidentaux. Les tromperies occidentales, des dominants occidentaux, ne trompent que leur population. Mais les Africains ne mordent plus du tout là-dedans. L'Asie ne mord plus là-dedans, etc. L'Amérique latine ne mord plus là-dedans. Donc on voit que c'est tous les pays qui ont des médias à peu près ouverts expliquent réellement ce qui se passe. Ils ne sont plus soumis à la propagande. Donc ça ne peut plus fonctionner au niveau mondial, ces, ces genres de choses. Jusqu'à présent, quand les États-Unis arrivent à l'ONU avec une petite fiole, etc., l'ensemble des médias du monde qui n'avaient pas changé acceptent de soutenir ce type de propos et d'accepter de jouer le jeu
et donc d'enfumer leur population. Maintenant, je pense que c'est fini. D'abord parce qu'il y a Internet, on est passé sur un autre mode, sur un autre monde, un monde qui est plus éclairé. Et même en Occident, ceux qui s'intéressent vraiment à la politique ne se laissent pas convaincre par la propagande outrancière qui nous est servie. Donc, la mise en procès de l'injustice sociale au plan universel est conduite par les pays pauvres. Voilà, l'Afrique, là, a son mot à dire, et maintenant, c'est pareil, c'est l'injustice sociale, l'injustice entre le Nord et le Sud, c'est insupportable. Alors, on tient encore les choses par la violence, en nous ayant, en s'étant organisés à l'échelle universelle, justement à l'ONU, sous la forme d'un gang. Hein. Voilà, c'est ceux qui ont le droit de citer, c'est l'Occident. Et voilà, on tient encore ça avec des petits bouts de ficelle, mais on voit bien que c'est fini. C'est pas quelque chose qui va perdurer une éternité. Il y a quelque chose qui va être obligé d'évoluer. Le monde africain ne veut plus se laisser. Euh, voilà, il a de quoi dire des choses. Euh, Lors même que s'ouvre une vaste concertation pour définir le bien commun, chacun n'en conçoit l'approche qu'à travers le prisme de ses intérêts propres. Voilà, le bien commun, qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça que c'est plus supportable d'avoir un leader qui domine, ou même des nations qui se disent souveraines et qui se disent, moi, on doit, mon point de vue, personne n'a le droit d'y toucher. Que ce soit les Russes vis-à-vis de l'Ukraine, par exemple, que ce soit les Américains vis-à-vis de leur choix politique au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ou de leur choix stratégique vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis, etc., de la consommation, des choses. Maintenant, on peut plus supporter le fait que une société puisse se, se, se protéger derrière sa nation pour dire moi je fais ce que je veux au niveau mondial et voilà, il n'y a pas, on n'a rien à me dire. C'est quelque chose qui est voué à sa disparition. Alors, les tragédies du monde trouvent dans l'immanence leur terreau naturel. Au moment où on s'y attend le moins, une agression vient rappeler la fragilité d'instances internationales apparemment perfectionnées. Voilà, ben là on l'a revu avec l'Ukraine, les instances internationales, elles sont fragiles. On l'a vu avec la guerre en Libye, on l'a vu avec la guerre au Kosovo, on l'a vu, voilà. On voit à quel point ces instances-là, elles sont débordées par le système dominant. Mais désormais, celui qui leur donne agit sous le regard de tous. C'est ça. Maintenant, on est devant la médiatisation à ça d'extraordinaire. Tout le monde a la télé et tout le monde peut être conscient de ce qui se passe. Depuis 1974, ce type d'épreuve de force est qualifié par les Nations Unies de crime contre la paix. Lorsqu'elle intervient, comme après l'invasion du Koweït, la condamnation unanime du Conseil de sécurité tend à prendre la valeur d'un jugement de l'humanité, encore que les 15 délégués qui y siègent n'expriment que celui d'une majorité d'États. En fait, au sein de l'immanence, rien ne passe inaperçu. Siégerait-il dans une réunion restreinte, comme c'est le cas à Genève pour parler du désarmement, les États ne pourraient ignorer l'attente des peuples. Ils se sentent habités par plus grand qu'eux. Voilà, c'est ça. C'est les nations maintenant, même les chefs des nations savent qu'ils sont habités par plus grand qu'eux, par l'humanité.
la renonciation de principe à la diplomatie secrète s'imposait, malgré ses dangers, dans un milieu de multipolarité dialogante. Voilà, on est obligé de se démasquer, on est obligé de faire tomber euh, d'avancer les combinaisons secrètes. C'est quelque chose qui devient de moins en moins secret et qui est de plus en plus ouvert. En dégageant des notions nouvelles, comme celle de patrimoine commun, de droit au développement, de concept alimentaire global. Voilà, concept alimentaire global. Tout ça, c'est des choses qui sont destinées à atteindre leur perfection. On arrivera, le fait de nourrir la population mondiale, c'est quelque chose qui sera organisé au niveau mondial. Ça fera partie du patrimoine commun. Et il n'y aura pas du gaspillage, il n'y aura pas, voilà, on aura éliminé toutes ces choses-là. Tout va passer dans le bien commun. En organisant la protection internationale des droits de l'homme ou celle de l'écologie planétaire, le droit international d'inspiration communautaire démontre que l'humanité n'est plus devant nous comme un idéal. Désormais, elle nous comprend. Mais sommes-nous condamnés à tourner en rond dans une arène sans issue? La justification d'une transcendance est de permettre d'en ouvrir une. La justification d'une transcendance est de permettre d'en ouvrir une. Voilà, le chapitre qui vient ensuite, c'est transcendance, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, si vous pensez qu'il faut, qu'il est bien de soutenir cette chaîne, vous pouvez mettre des petits pouces et vous abonner et puis diffuser ces vidéos. Merci à vous, à bientôt.